Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui en pleine trêve internationale pour continuer notre tour d'actualité au PSG avec pour cette fois la mauvaise nouvelle du week-end qui ne vous a pas échappé, la blessure de Bradley Barcola qui est très incertain pour le match aller face au Barça et donc dans un premier temps on va s'arrêter sur les enjeux que ça pose pour ce match et ensuite on reviendra sur le mercato d'été qui arrive avec un nouveau milieu qu'on va analyser, plus offensif que João Neves qui était le sujet de la dernière vidéo. Je parle évidemment de Désiré Doué, un jeune crack qui est tout aussi enthousiasmant que le petit portugais. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Bon alors, je pense qu'on a tous bondi devant les notifications et les vidéos qui ont tourné vendredi soir sur les réseaux sociaux, celle de Bradley Barcola qui s'arrête et sort en plein match avec les Bleus face à la Côte d'Ivoire au stade Gaston Petit de Châteauroux. Dès le lendemain, il a passé un IRM qui a confirmé la blessure, une liaison aux ischio-jambiers et une absence estimée à 2 semaines minimum. Il est d'ores et déjà forfait pour le Classico ce week-end, la demi-finale de Coupe de France mercredi prochain face au Stade Rennais et donc très incertain pour le match face au Barça. C'est dans cette perspective qu'on va développer quelques points. D'abord, j'espère que le scénario sera le suivant, à savoir un Barcola qui se remet, qui est dans le groupe pour le match aller de Ligue des Champions et qui est capable de rentrer à l'heure de jeu, par exemple, qui démarre remplaçant et qui rentre. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce rôle-là qu'il a été le meilleur, le plus régulier cette saison. Au mois de septembre, il a fait sa toute première rentrée face à Lyon, à l'extérieur, une bonne entrée, où il manque de peu de marquer. Face à Newcastle, au mois de novembre, on se souvient de son entrée. Alors, on se souvient des occasions qu'il loupe, mais pour les louper, faut se les créer. Et donc, c'est déjà quelque chose de positif. Celle face à Lille, en février, où il est très bon. Enfin, je pense que c'est sa meilleure demi-heure de tout son mois de février. La semaine dernière, face à Nice aussi, il fait une bonne entrée en Coupe de France. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette saison, il a jamais été aussi bon que lorsqu'il rentrait, en fait. Et c'est pas une critique que de dire ça. Peut-être que c'est un joueur qui, aujourd'hui, n'a pas encore toute la consistance nécessaire pour être régulier dans une équipe top niveau. Bien sûr, il a fait un super mois de janvier en tant que titulaire, des bons matchs face à Brest, face à Lens, mais tout son mois de février est plutôt compliqué, et je dis ça aussi dans le sens où, justement, de par ses récentes performances un peu en dessous, même contre Montpellier, face à un latéral qui est tout jeune, qui est titularisé 20 minutes avant le coup d'envoi parce que le titulaire initial se blesse à l'échauffement, il est pas très bon en fait. Et si il s'était pas blessé, je pense que dans l'esprit de Luis Enrique, les cartes étaient déjà un peu rebattues en fait. Il n'avait pas sa place de titulaire assurée pour ce match face au Barça. Donc, premier point, j'espère qu'il pourra rentrer parce que face au Barça, il va falloir être très juste sur 2 moments. Pour moi, l'entame, bien sûr, le match aller au Parc des Princes, il faut marquer premier quart d'heure, première demi-heure, voilà. Surtout que le Barça, ayant 10 jours pour préparer la rencontre, n'ayant qu'un seul match jusqu'au quart de finale, ils jouent face à Las Palmas, si je dis pas de bêtises, ce week-end, et ensuite ils auront plus rien. Potentiellement des retours de blessures, donc des joueurs qui manqueront de rythme, qui auront peut-être besoin de repères. Et puis la fin de match, bien sûr au Parc des Princes, en fonction de la physionomie, mais il va falloir faire tourner pour essayer, si tu mènes, bien sûr, d'enfoncer le clou, si t'es mené pour essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible à l'aller, parce que le retour, alors même si le Barça ne joue pas dans son stade, même si aussi, on peut le dire, n'a pas la meilleure des ambiances, hein, on va pas se mentir, ça reste quand même un contexte qui ne plaît pas aux Parisiens. Et donc, sur la fin de match aller, il va falloir vraiment pousser
Barcola très bon dans ce sens-là. Tactiquement, ensuite, il y a un débat. Même si personnellement, comme je l'ai dit, je le voyais pas automatiquement titulaire s'il ne s'était pas blessé. Je voyais plutôt Mbappé, Dembélé et Kolo Muani. Après, il y a une question, c'est que la charnière centrale du Barça, donc Koubarsi et Araújo, à moins que Araújo aille à droite pour mettre Koundé dans l'axe, cette charnière, faut bien l'occuper. Et sans numéro 9, le problème, c'est que ils seront tentés d'aller sur le côté pour apporter du surnombre au Barça, des situations que Mbappé n'aime pas, que Kolo Muani n'aime pas. Déjà qu'en 1 contre 1, c'est compliqué. Si en plus il est en 1 contre 2, bon là, on va pas lui en rajouter au pauvre Andal. Et puis à la relance aussi. Koubarsi, par exemple, c'est un super défenseur à la relance. Il faut quelqu'un dans l'axe, un numéro 9, qui va leur mettre la pression sur les premiers ballons. Ça peut être... on a vu Warren Zaïre-Emery le faire sur le match retour face à la Real Sociedad. Là, ça peut s'entendre de dire, oui, il faut mettre Gonzalo Ramos, numéro 9, pour ça, par exemple. Mais moi, ce que je retiens le plus, c'est défensivement. Parce que Barcola est très appliqué dans les replis et dans le pressing. Le latéral droit au Barça, comme je l'ai dit, c'est soit Koundé, soit Araújo s'il décide de faire comme avec Vinicius, à savoir ils mettent le défenseur uruguayen pour défendre sur le Brésilien. Voilà. Si on reste sur Koundé, on l'a encore vu samedi soir face à l'Allemagne, quand tu le presses bien, c'est typiquement le latéral qui doit pas être là en fait. Le défenseur central qui a été mis au poste de latéral et qui du coup va être tenté d'allonger, de faire un peu n'importe quoi et de rendre des ballons. Dans cette dimension-là, je préfère avoir Barcola ailier gauche plutôt que Mbappé bien évidemment, même si je vois pas Luis Enrique partir avec ce système où Mbappé est ailier gauche et où donc il y a un énorme trou derrière. On l'a vu face à Montpellier la semaine dernière. Et puis surtout, c'est quelque chose que Luis Enrique a mis en avant en conférence de presse. Voilà. Donc, on va voir comment tout ça va être géré défensivement. Voilà les petits enjeux de l'absence de Barcola. Ensuite, j'aimerais m'arrêter sur les conférences de presse d'Mbappé, puisqu'il s'est présenté vendredi et aujourd'hui. Bon, franchement, pour celle de vendredi, juste avant le match face à l'Albanie, c'est dégueulasse d'avoir des journalistes qui posent que des questions sur le club. Je suis pour la liberté d'expression et tout ça, je suis pas un dictateur, mais je pense que avant qu'ils entrent dans la salle, faudrait leur imposer le thème, quoi. Vous parlez que du match de demain et pas de son truc au PSG, quoi. Parce que c'est vraiment chiant à un moment donné. Aujourd'hui, j'ai plutôt bien aimé l'attitude d'Mbappé là sur sa conf, dans le sens où il s'est pas caché. C'est une des rares fois où j'ai trouvé un vrai capitaine. Alors c'est vrai que samedi soir, il n'y a pas eu l'attitude d'un capitaine sur le terrain, mais aujourd'hui, voilà, il s'est présenté, il a dit, le coach, il a parlé, il a dit des trucs, il n'y a pas mort d'homme, mais on doit prendre nos responsabilités, tout ça. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors après, pour revenir sur le PSG, là les gars, c'est exceptionnel. Alors vendredi, il nous dit qu'il a rien à annoncer parce qu'il n'a pas pris de décision, qu'il viendra comme un homme quand il l'aura prise. Bon, d'accord. Le problème, c'est que Danilo, 3 jours après l'annonce, à Nantes, il fait une déclaration en zone mixte, où il dit non, l'annonce. En gros, on lui demande si l'annonce elle a bouleversé le groupe. Et lui, il dit pas qu'il n'y a pas eu d'annonce. Il dit non, le groupe il a pas été bouleversé, c'est pour Mbappé, mais nous on s'en fiche un peu. Enfin, Luis Enrique, il a aussi dit explicitement en conf qu'il fallait apprendre à jouer sans lui, qu'il y aurait un futur sans lui. Et puis Tchouaméni, exceptionnel hier, dans Téléfoot, qui dit les Espagnols, ils vont apprendre à le connaître, à savoir que c'est un garçon extraordinaire. Et donc aujourd'hui, Mbappé a même répondu à ça. Alors là, je crois qu'on a atteint le summum du mensonge, parce qu'Mbappé a dit, oui, il parlait de moi hier sur Téléfoot, Tchouaméni, mais en fait, il disait, comme j'ai joué la Real Sociedad en 8e, que là, on va jouer le Barça, et que il est allé quand même jusqu'à parler d'une potentielle qualification en demi de nous et de l'Atlético. Et donc, il retournera en Espagne. Il a dit, si on se qualifie en Espagne, on pourrait affronter l'Atlético Madrid. Et les gars, pour mentir quand même, ça va loin. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, pourquoi ne pas avouer ? C'est vraiment une énorme question parce que tout le monde le sait. Il y a des gens qui l'ont officialisé. Enfin, tous les journalistes, personne ne peut le nier. Est-ce que c'est parce que le Real et le PSG sont toujours en lice en Ligue des Champions et donc on attend que l'une des deux équipes soit sortie pour éviter un potentiel affrontement qui serait un peu gênant si on sait qu'Mbappé est un futur joueur du Real ? Je sais pas. Est-ce que c'est une obligation aussi des clubs ? Peut-être que du côté du Real, c'est évident que ce sera eux qui annonceront la signature de Mbappé. Et d'ailleurs, ils le feront, je pense, après
l'annonce du PSG. Enfin, c'est logique, mais dans après, je veux dire quelques jours, quelques semaines en fait. Ils vont laisser un laps de temps pour faire leur espèce de communiqué avec leur gros logo là qu'ils mettent sur Twitter, qui fait un peu institution et qu'ils aiment bien faire, tu vois. Donc c'est pas Mbappé qui va annoncer sa signature là-bas. Le PSG a tout intérêt à faire pareil en fait, à essayer de maîtriser le storytelling. Alors bon, Nasser a tout fait fuiter 2 jours après l'annonce, c'était absolument exceptionnel. Et d'ailleurs, quand Mbappé répond à Loïc Tanzi vendredi sur la source là, quand il dit ouais, je sais qui t'a dit ça, tu sais qu'il sait, tu sais qu'il a toujours raison machin, on sent que les Mbappé ont vraiment le seum que ça ait fuité dans la presse. Après, franchement, comment tu peux être étonné de ce genre de pratique de la part de Nasser? Enfin, Nasser a toujours fait ça. Nasser va toujours protéger ses intérêts, qui sont aussi les intérêts du club, on va pas se mentir. Hein, c'est pas que de la démago qui nous fait Nasser. Même s'il a la même posture qu'Mbappé, hein. Après la Real Sociedad, il dit que Mbappé, il y a rien du tout en fait. Nasser, on le sait tous que c'est quelqu'un qui parle à la presse, qui est capable de faire fuiter tout et n'importe quoi en fait. On le sait tous que c'est pas quelqu'un à qui il faut réellement faire confiance en fait, qu'il a des relais et tout ça en Angleterre, mais bon, visiblement, si les Mbappé sont surpris, c'est sûrement qu'ils sont nés de la dernière pluie, hein. Et la mère qui veut faire agent de footballeur, bon, va falloir qu'elle apprenne à vivre avec ça, hein, parce que c'est vrai que Nasser, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier à faire ça. Voilà. Bon, moi, ça me fait bien rire parce que c'est de vrais mensonges. Il est pris dans un traquenard complet, Mbappé. Je comprends pas pourquoi il n'officialise pas avec le club. Alors, on sait pas qui il y a aussi, hein. Peut-être que c'est le club qui le pousse à pas officialiser aussi, hein. Mais bon, c'est assez bizarre à saisir. Bon, maintenant, passons à quelque chose de plus sérieux, qui nous intéresse plus parce que c'est notre avenir. Mbappé, 25 ans, malheureusement, n'est plus l'avenir du PSG puisqu'il ne sera pas joueur l'année prochaine. Désiré Doué. Alors Désiré Doué, on s'y intéresse depuis longtemps, hein. Depuis Luis Campos, il y a des bruits comme quoi notre directeur sportif s'y intéresse. Et là, il devrait passer chez Moussa Sissoko, donc l'agent de Kolo Muani, de Dembélé, qui est à minima aussi bien implanté au PSG que George Mendes en fait. Quand on dit que le PSG est le club de George Mendes, c'est aussi valable pour ce bon vieux Moussa Sissoko. Et Fabrice Hawkins, vendredi, a dit que Désiré Doué est très apprécié au sein du vestiaire parisien. Ça, c'est une info qui m'a un peu surpris. Moi, je vois... Barcola, c'est évident qu'ils le connaissent. Mbappé peut-être, parce que Mbappé, il a toujours dit, et j'y crois, je pense sincèrement que les week-ends d'Mbappé, alors c'est sortir, faire la fête et tout ça, mais aussi, quand il dit qu'il regarde la Ligue 1, moi je pense que c'est un des rares joueurs à regarder les matchs en fait, hein, parce que il y a les joueurs comme Neymar qui disent ouvertement qu'ils aiment pas regarder le foot et qu'ils regardent pas les matchs. Donc après, quand ils se retrouvent à voter pour des trophées, tu te dis, qu'est-ce qu'ils font là en fait? Quelle est leur légitimité puisqu'ils ne regardent pas les matchs et qu'ils votent pour leurs potes? Et les joueurs comme Mbappé, d'ailleurs Pochettino le disait dans une interview, Mbappé, après les journées de Ligue des Champions, souvent il se présentait dans mon bureau pour me poser des questions tactiques. Bon alors, tout le problème avec Mbappé, c'est que tu regardes les matchs en fait, et tu te rends pas compte qu'aujourd'hui dans le foot moderne, faut courir, faut faire les efforts, faut presser, faut s'investir, et que, en fait, ça change pas grand-chose à ta prestation individuelle. Donc ça, bon, c'est ce qu'on peut reprocher à Mbappé. Mais après, peut-être qu'ils regardent la Ligue 1. Dembélé, oui, peut-être qu'ils ont un lien avec Rennes. Lucas Hernandez, je vois pas trop comment. Mais donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir parce que... Alors, déjà, on a l'impression que c'est un joueur qui est là depuis longtemps. Alors qu'il a que 18 ans. Hein. C'est vrai qu'on fait avec lui... alors, il a eu des hauts, des bas. C'est vrai que cette saison, c'est encore un peu compliqué. Au mois de novembre-décembre, quand ils sont repassés en 3-4-3 avec Julien Stéphan, il est passé un peu vers le banc. Bruno Genesio, en conférence de presse aussi, quand il s'entraîne, souligner qu'il fallait qu'il arrête avec son individualisme et tout ça, qu'il soit un peu moins solo. Et il a un contrat jusqu'en 2026. Tous les ans, il le prolonge. Hein. En 2022, il avait prolongé jusqu'en 2025. Là, en août, il a prolongé jusqu'en 2026. Donc, le Stade Rennais sont dans une position plutôt confortable pour cet été. Disons que c'est pas le LOSC avec les 1 000 € qui a un contrat jusqu'en 2025 et qu'ils vont être obligés de vendre cet été. Et donc, s'il y a toujours personne à une semaine de la fin du mercato en août, ils seront obligés de le brader, entre guillemets. Parce que là, on parle du Real Madrid pour les 1 000 €. Mais si le joueur décide qu'il ne veut que le Real... les gars, on est reparti pour un Camavinga en fait. Hein. Parce que s'il veut aucun autre club que le Real, Tonton Pérez, il va attendre la dernière semaine et il va faire comme avec Rennes
C'était quand? C'était 2021 ou 2020, Kamavinga? Je crois que c'est 2021. 30 millions à la fin. Alors qu'au début, il demandait 100. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a qu'un seul club. Le joueur veut qu'un seul club. Donc le club en question, il attend la dernière semaine et hop, il fait l'offre qui te met dans un cul-de-sac. Bref. Désiré Doué, c'est vraiment un joueur spécial. C'est vraiment un joueur spécial qui est loin des stéréotypes actuels. Alors c'est vrai qu'on a eu Moussiala et Wirtz ce week-end. Wirtz, il est exceptionnel. Hein. Sachant qu'il avait les croisés il y a un an, son retour des croisés est complètement dingue. Et ça montre aussi que cette blessure, on a évolué dans la manière de la traiter. Il y a des carrières qui ont été meilleures après les croisés qu'avant. Et ça, je trouve que c'est une des évolutions positives du foot ces dernières années, des joueurs aussi qui se remettent des croisés dans des temps assez fous. On se souvient de la convalescence de Memphis Depay et ça. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Bon bref, aujourd'hui, il y a la mode de dire le poste de numéro 10 a disparu, les joueurs créatifs ils ont disparu, même si du coup samedi avec l'Allemagne de Wirtz et Moussiala, on a eu un peu l'effet inverse. Désiré Doué justement, c'est un joueur qui s'inscrit en faux par rapport à ce football un peu stéréotypé, le football contrôle-passe qu'on voit actuellement, puisque lui, il aime garder le ballon, voilà, et son père, dans un podcast sur RMC, il disait que quand il avait 10-11 ans, ils l'ont placé en défense centrale et ils lui ont dit, la consigne, c'est, tu fais justement le contrôle-passe, tu gardes pas le ballon. Et là, il a perdu foi en fait en lui, en le football, et il voulait tout arrêter. Donc je trouve que c'est une anecdote assez éloquente sur ce qu'est ce joueur, à savoir un artiste en fait, tout simplement. Alors après, c'est aussi son principal défaut. Hein. Parfois, il garde un peu trop son ballon. Après, au PSG, il y en a tellement pour qui le ballon brûle les pieds qu'un joueur capable de le garder un petit peu pour libérer des espaces, par exemple, à ses partenaires, ça peut être intéressant. Même si, bien sûr, il doit absolument progresser là-dessus. Après, on parle d'un joueur qui est ultra polyvalent, qui aujourd'hui n'a toujours pas de poste fixe en fait. Numéro 10, en soutien d'un numéro 9, faux numéro 9, certains vous diront, relayeur, milieu excentré, ailier un peu sur le côté gauche, sur le côté droit aussi parfois, même si à Rennes c'est plus à gauche. Donc voilà, si on reste sur le côté gauche, ce sont les zones 1 de Barcola, 2 de Xavi Simons. Alors pour ceux qui nous disent oui, Xavi Simons, il faut le mettre relayeur gauche dans un milieu à 3 au PSG, sachez qu'en fait, Désiré Doué, c'est son poste. Après, moi, Xavi, je l'ai déjà dit plein de fois, je le vois comme un faux neuf s'il devait jouer dans le 11 de Luis Enrique. Donc, ça n'empiéterait pas sur Désiré Doué. Et puis surtout, je vois Xavi un cran au-dessus de Doué en matière de maturité, en fait. Dans le sens où, je vais vous dire tout de suite mon avis, si on peut recruter Désiré Doué, pour moi, il faut vraiment foncer. On parle d'un talent générationnel, mais peut-être le prêter. Au-delà des qualités et capacités de Luis Enrique à faire confiance aux jeunes, à leur donner du temps de jeu, peu importe les statuts, je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même besoin de temps de jeu, d'aller s'affirmer en fait et trouver un petit peu son poste. Après, il y a plein de grands joueurs qui ont fait des carrières immenses et qui ont pris du temps avant de trouver leur poste définitif en fait. Il y a plein de joueurs qui ont été baladés un peu partout au début de leur carrière et qui au final se sont fixés à un poste sur le tard et qui ont fait d'excellentes carrières. Donc pour moi, ça veut absolument rien dire. Personnellement, Doué, je le trouverais très complémentaire avec Barcola dans le sens où Doué, c'est pas quelqu'un qui va demander le ballon dans l'espace. Il va partir plus arrêter, dribbler, alors que de l'autre côté, Barcola, alors c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, du coup, Barcola part arrêter et essaye de dribbler, mais je pense qu'il faudrait qu'il prenne beaucoup plus la profondeur, Barcola. Donc, Désiré Doué, relayeur gauche, qui fait un peu les dribbles, qui libère de l'espace en faisant des différences individuelles dans l'axe. Barcola qui prend la profondeur parce que je le trouve meilleur en fait dans le sens où sa qualité de contrôle par exemple pour se la mettre dans l'espace elle est beaucoup mieux utilisée quand il est lancé que quand il est arrêté. Et puis moi Barcola, j'ai été dur avec lui dans une dernière vidéo, j'ai même reçu un commentaire qui me disait ça. J'ai quand même un peu du mal avec l'idée de me dire que Barcola est un vrai dribbleur quoi. Bien sûr, il fait des dribbles, bien sûr, il fait des chevauchées qui sont très intéressantes, mais pour l'instant, à l'échelle d'un match, ça reste à proportionner avec tous les dribbles qui sont tentés et qui échouent en fait. La palette de dribbles, je la trouve pas ultra diversifiée. Bien sûr, il peut encore progresser, mais je préfère miser sur un Désiré Doué que sur Barcola.
avec Bradley, je préférais justement travailler la profondeur, travailler la finition, travailler le jeu de tête, par exemple. Physiquement aussi, pour qu'il résiste un peu plus au duel. Parce que c'est vrai qu'en matière de dribble, je sais pas, j'ai un petit a priori avec Barcola, cette espèce de... J'ai l'impression qu'il peut vite être cadenassé par un adversaire aussi. Donc voilà. Désiré Doué, 18 ans, mais très mature physiquement. 1m81, très dur à bouger, solide sur les appuis. Là, il fait penser à Warren, même si défensivement, il n'excelle pas. Hein. Les duels défensifs gagnés et tout ça, c'est pas extraordinaire. Après, techniquement, bien sûr, il est très bien doté. Comme je disais, le dribble, ça, on en a plus que besoin. Hein, des joueurs qui font des différences individuelles, surtout au milieu de terrain. Trouver des partenaires entre les lignes aussi. Ça, c'est vrai que nos milieux le font pas vraiment. Et je pense qu'une des caractéristiques premières de son jeu, c'est vraiment les premières touches, quoi, qui font un mal fou parce qu'il scanne son entourage avant de recevoir le ballon. Il fait des premières touches qui sont létales, il n'y a pas d'autre mot. Et le plus gros de ces différences, en fait, sont faites à partir de ce moment-là. Donc, si derrière, il réussit à épurer son jeu, ça devient vraiment un joueur exceptionnel. Et puis, il y a aussi la conscience de l'espace qui est plutôt bonne. Hein. Il peut se mettre dans des poches d'espace vides, trouver des partenaires aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Qualité de frappe aussi des deux pieds. Donc, le prendre, le prêter, moi, je valide à 100% ce profil Désiré Doué. Après, comme avec Joao Neves, je veux bien le recruter, mais après, une valeur sûre. Parce que là, on parle quand même d'un joueur qui reste à polir. Mais vraiment. Et c'est pour ça que si on le recrute, je le prêterai dans tous les cas. Bon, bref. Alors, j'aimerais aussi revenir sur l'article de l'équipe, là, la semaine dernière, sur les salaires. On a vu Mbappé, 6 millions, les autres qui sont à 1 million, d'autres à 500 000, comme Layvin Kurzawa. Bon, déjà, il y a une amélioration. Après, je fais toujours ce speech parce qu'il faut bien comprendre au niveau des salaires. Déjà, le brut net, ça, c'est le truc classique. Ensuite, depuis que Luis Campos est là, il y a une part du salaire qui est indexée sur le nombre de matchs joués. Bon, alors on se doute que les joueurs sont pas dupes. Hein. Ousmane Dembélé, et il a pas mis une grosse part de son salaire en fonction des matchs joués, bien sûr, tout comme Verratti au moment de sa prolongation. Mais ça joue quand même. Ensuite, il y a les primes. Dans l'article, moi c'est ça aussi que j'ai retenu. Dans l'article l'équipe, on apprend qu'il y a des joueurs cet été qui ont négocié jusqu'à 5 millions d'euros de primes. Tenez-vous bien, hein. Si on gagne la Ligue 1. Enfin, pour la Ligue des Champions, c'est quoi en fait ? Si tu gagnes 5 millions pour la Ligue 1, on te donne quoi pour la Ligue des Champions ? On te donne des parts dans le fonds souverain du Qatar, on te donne une réserve gazière dans le Golfe, je sais pas. Donc vraiment, c'est pour ça que les salaires, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Moi, je serais curieux de savoir qui va toucher 5 millions en cas de titre en Ligue 1. Et je dévalorise pas, évidemment, le championnat qu'on va d'ailleurs gagner. Ensuite, il y a les droits à l'image. Droits à l'image qui sont une grosse partie puisque le club paye pas de charges sociales dessus. Donc ça permet de déjà contourner donc ce genre d'impôt que tu payes. Et aussi le fair play financier. Parce que les droits à l'image, ça compte pas comme du salaire. Sachant que le fair play financier aujourd'hui, c'est la masse salariale. Hein. Je rappelle qu'en 2023, il fallait que la masse salariale n'excède pas 90% des recettes totales. Cette année, c'est 80% des recettes totales. Et en 2025, c'est 70% des recettes totales. Donc, je pense que ces histoires de salaire, à chaque fois cet article, il me fait rire parce que c'est très très loin en fait. C'est super difficile de calculer précisément combien reçoit par mois un joueur sur son compte en banque. Et puis aussi, il y a la question, est-ce que ça nous intéresse en fait, de savoir combien il gagne déjà ? C'est la première question qu'on doit se poser. Et puis, bien sûr, il y a les primes à la signature pour les joueurs signés librement. On en a eu quelques-uns cet été, mais aussi dans le cadre de transfert ou de prolongation. On l'a vu avec Mbappé, l'histoire des primes, machin chouette, de fidélité, tous les trucs. Donc voilà, c'est vrai que ces trucs de salaire, bon... C'est un article qui est souvent assez fiable. Hein. C'est vrai qu'en général, les salaires collent avec la réalité. Mais, encore une fois, il y a tellement de manœuvres et ça me paraît quand même important de souligner tout ça dans cette vidéo. Bon bref, on reviendra sur les autres trucs dans plusieurs jours. Je finis juste avec De Jong parce que De Jong, je l'avais déjà mis dans la dernière vidéo. Il y a la presse espagnole qui ont indiqué vendredi dernier qu'il sera à 100% pour le match aller. Personnellement, j'en suis pas sûr. Parce que d'ici là, il a maximum 90 minutes dans les jambes. Sachant qu'ils vont jouer qu'un seul match. Les dernières 90 minutes qu'il a joué, c'était le 21 février face à Naples. Ensuite, il a joué 26 minutes
le 3 mars. C'était face à Bilbao, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, il a plus joué. Donc, ça va faire grosso modo 1 mois et demi, ce qui est quand même assez énorme. Quand je vous disais en début de vidéo, peut-être un Barça en début de match au Parc des Princes, qui aura besoin de repères, qui sera en manque de rythme, typiquement, je parlais de Frenkie de Jong en fait. Ça m'étonnerait pas que Frenkie se fasse un petit peu bouger au début du match par Warren par exemple, qui physiquement peut, s'il démarre très très bien son match, voilà, lui rappeler qu'il est de retour de blessure, mais que c'est la Ligue des Champions. Et j'espère que ça se passera comme ça. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très prochainement les amis. Allez, ciao.